suis Isabelle Douat. Soyez les bienvenus à ce nouveau webinaire de l'énergie. Et au programme aujourd'hui, donc un gros plan sur la nouvelle politique d'éclairage public avec un objectif mieux répondre aux besoins de vous, de vos collectivités. Quelques petites informations pratiques habituelles, j'allais dire, pour pouvoir pour que ce webinaire se déroule dans les meilleures conditions. Eh bien, si ma souris veut bien avancer, eh bien, nous allons donc je vous remercie en tout cas de bien vouloir couper votre micro, votre caméra. Comme d'habitude, ce webinaire est enregistré puisqu'il sera diffusé sur nos réseaux. Vous recevrez d'ailleurs par mail le support de présentation et le replay de la vidéo enregistrée. Et puis, comme le veut également la tradition, si vous avez des questions et des remarques, des suggestions, merci de bien vouloir utiliser la messagerie instantanée. Et évidemment, un temps de réponse à vos questions s'ouvrira à la fin du webinaire. N'hésitez pas à mettre à profit ce temps qui vous sera consacré. Pour toutes les questions spécifiques liées à votre collectivité, merci aussi de les adresser directement à vos interlocuteurs TE44. Les intervenants ce matin, Patrick Bertin, qui est vice-président délégué à l'éclairage public et aux télécommunications à TE44, qui est également maire de Saint-Colomban et vice-président de Grandlieu Communauté, Christa Lumski, qui est directrice générale des services, Luc Giraudot, directeur général adjoint en charge des activités opérationnelles, Fabien Jaémy, responsable du service qualité et expertise de éclairage public, le fameux SKIP, et Anthony Thomas, responsable d'exploitation maintenance, éclairage public et bornes. Je cède tout de suite la parole à Patrick Bertin, vice-président, pour un mot d'accueil. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la nouvelle politique EP. Depuis le début de l'année, conformément au projet de mandat, nous travaillons à assurer un éclairage public sobre et de qualité. C'est pour répondre aux enjeux actuels du secteur, qu'ils soient technologiques, sociétaux, environnementaux et économiques. Nous travaillons par exemple à supprimer les boules et ballons depuis le début du mandat, mais on avait déjà commencé en 2014 et on a vraiment accéléré cette suppression des boules et mandats depuis 2020. L'évolution que nous vous proposons en nous appuyant sur des principes fondamentaux de fonctionnalité, de sécurité, de coût et bien sûr de sobriété. Nous avons travaillé, nous élus, avec la commission éclairage public, accompagnée par les techniciens de TE44, pour redéfinir une nouvelle politique d'éclairage public avec des valeurs d'équité, de sobriété et de stratégie. Les visites systématiques en commune vont nous permettre de prioriser et de planifier des investissements de rénovation. Elles vont se poursuivre par la mise en place de la maintenance unique. Nous devons renouveler nos contrats, c'est donc le moment. Donc on arrive en fin de contrat, donc on va passer des nouveaux appels d'offres et c'est vraiment le moment. Je vais céder la parole à Luc Giraudot, Fabien Jaény et Anthony Thomas pour vous présenter en détail ces nouvelles orientations. Je leur ai dit dans un souci constant de mieux répondre à vos besoins. Merci. Merci. Voilà des objectifs, une nouvelle politique EP qui s'inscrit dans les objectifs du projet de mandat, comme vous le voyez, notamment la sobriété avec un objectif d'assurer un éclairage public sobre et qualité, mais également en manière stratégique. Il s'agit bien sûr de définir et partager une stratégie énergétique dynamique pour les collectivités. En tout cas, tout cet ensemble est cohérent et s'inscrit dans le projet de mandat qu'ont adopté les élus de TE44 en tout début de mandat. Le déroulé, 3 parties. La première qui est plutôt contextuelle et presque historique, avec depuis 2007, il s'agit bien d'accompagner les collectivités pour TE44 face aux enjeux, et ils sont nombreux, et aux évolutions de l'éclairage public. La partie 2 sera consacrée à la nouvelle politique EP. On mettra plein phare sur cette nouvelle politique EP avec 3 phases. La priorisation et la planification des investissements de rénovation, la maintenance unique à partir de 2025, ce qui va changer, et c'est un gros changement, et puis également la maîtrise des coûts et la qualité par l'adaptation des marchés, du matériel et des outils d'éclairage public. La dernière partie sera plus succincte, mais tout aussi importante, avec une attention particulière TE44 qui reste bien évidemment à votre écoute. L'objectif de ce webinaire est bien de faciliter la transition vers l'éclairage
2.0, parce que l'éclairage est bien 2.0 aujourd'hui, permettre une appropriation des évolutions du secteur et puis bien sûr répondre à vos interrogations. Je cède tout de suite la parole à Fabien Jaeni pour cette première partie historique et contextuelle. Bonjour à tous. Un petit point, comme c'est expliqué en début de webinaire, dans le rétroviseur, regarder ce qui s'est passé depuis les 10 dernières années et comprendre toutes les évolutions liées à l'éclairage public. Donc, première action du TE44 à l'époque CIDELA en 2007, c'était répondre à une demande des collectivités pour l'investissement d'éclairage public, c'est-à-dire pour la mise en place de nouveaux matériels d'éclairage public. Puis en 2012, une nouvelle demande, c'est-à-dire la prise en compte de la maintenance éclairage public, sur lequel une cinquantaine de collectivités ont adhéré en 2012, et aujourd'hui, on est rendu à 150 collectivités adhérentes. En 2012, aussi un petit changement, la réforme anti-endommagement, qui a amené de nouvelles problématiques avec le géoréférencement des ouvrages d'éclairage public en classe A, c'est-à-dire avec une classe de précision à 50 cm près, une obligation pour répondre au DTDICT. Toute une vague de réglementations liées aux sources, les lampes à vapeur de mercure interdites à la vente en 2015. En 2024, on en a parlé tout à l'heure, les luminaires de type boule liés à la pollution lumineuse. Et en 2027 et début 2027, ce sera les lampes à décharge type SHP. Donc une évolution technologique qui passe donc par la génération de la LED depuis 2016. Donc une majorité de nos produits depuis 2016 sont en LED et nous allons vers même une nouvelle technologie, la lampe LED, pour pouvoir créer du relamping. D'autres facteurs qui ont parasité un peu tout le monde de l'éclairage public, c'est la crise énergétique en 2022, avec une augmentation significative du coût de l'énergie. Face à ça, on était obligé de mettre en place une nouvelle politique EP, avec un objectif lors du projet de mandat, qui était d'avoir 50% du parc TE44 en LED pour 2028. Donc cette transition, depuis une dizaine d'années, sur l'éclairage public est significative. On était auparavant avec une technologie électrique, c'était une ampoule qui est alimentée en 220 volts, et aujourd'hui on est dans une technologie LED avec toutes les capacités techniques que peut faire cette LED, la variation, les temps d'allumage, les économies. C'est un choc, entre guillemets, technique et technologique qu'on peut comparer aujourd'hui à la voiture qui était thermique, et on commence aujourd'hui à avoir de plus en plus de véhicules électriques. Et c'est ça dans beaucoup de domaines. Donc les impacts sur l'éclairage public depuis 10 ans, on se rend compte d'une augmentation des demandes pour répondre justement à toutes les problématiques évoquées tout à l'heure, une augmentation des coûts et des délais. Plus il y a de demandes, plus l'augmentation des coûts et des délais en pâtit. Donc, quand on a fait ce constat-là, on se rend compte que finalement, beaucoup d'interventions sont demandées en urgence. Donc, le risque, c'est de faire des choix qui ne sont pas toujours pertinents dans le cas de l'urgence. Des budgets aussi contraints, aussi bien côté collectivité que TE44. Donc, une obligation finalement de prioriser les investissements, lesquels sont les plus judicieux. Une disparité de traitement, l'éclairage public n'est pas toujours perçu de la même façon dans toutes les collectivités. Certaines, c'est leur cheval de bataille, c'est un impératif, et d'autres suivent uniquement la partie maintenance et ont moins d'investissement. Et tout ça emmène finalement une rupture d'approvisionnement. Il y a une très forte demande aujourd'hui liée à cette nouvelle technologie et ce besoin de rénover le parc et de consommer moins. Donc une augmentation finalement des délais de réalisation des produits et des chantiers. Donc le TE44 avait une nécessité de revoir tous ces fonctionnements liés à tous ces cailloux, entre guillemets, pour répondre au mieux à vos attentes. Donc, après discussion avec les élus, on a ciblé 3 fondamentaux pour l'éclairage public. Le premier, la sécurité, respect des normes et contrôle du respect de la législation pour protéger les personnes. La première étape, c'était ça. Ensuite, un coût et une sobriété sur les investissements. Donc justement, comme j'expliquais tout à l'heure, avoir des investissements les plus efficients possibles, ne pas changer des luminaires, comme évoqué,
s'ils peuvent attendre encore quelques années et si finalement leur consommation n'est pas si élevée que ça. Une maîtrise du fonctionnement, donc on en parlera tout à l'heure, qui est avec le projet Astre, pour finalement allumer et éteindre au plus juste par rapport à la demande. Et du coup, ces nouveaux produits nous permettent d'avoir une certaine transparence des consommations. Et la fonctionnalité, pour finir, l'objectif était d'augmenter la durée de vie des installations, pour éviter justement de refaire des investissements de manière trop régulière, et plutôt avoir des outils pérennes dans le temps. Donc ça permet de faciliter, ce sera possible par faciliter la maintenabilité des produits, et ce qui permet de simplifier l'exploitation dans le temps. Voilà les principes clés de notre proposition: sécurité, coût et sobriété et fonctionnalité de l'éclairage public. Dans ce contexte, il fallait optimiser toutes nos méthodes. C'est pour ça qu'il y a du changement, donc de nouvelles missions. Donc redéfinir la politique EP, donc uniformiser le conseil, c'est-à-dire avoir une stratégie dans le cadre de la rénovation et de l'investissement en éclairage public. Inciter la rénovation, on en a parlé tout à l'heure, premièrement sur les boules pour la pollution lumineuse et les vapeurs de mercure qui restent encore un petit peu, malgré qu'elles soient interdites à la vente depuis 2015. Réajuster la maintenance, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une compétence qui a commencé au TE44 en 2012. Donc on a un retour d'expérience d'une dizaine d'années et on se rend compte qu'il faut ajuster certains sujets. Adapter nos marchés et le matériel, effectivement, aussi il y a une dizaine d'années, la LED entrait tout juste dans le parc d'éclairage public et aujourd'hui on est à 100% LED et de nouvelles technologies avec les réseaux intelligents qui arrivent. Optimiser les produits et les fournisseurs. Effectivement, on a une grande quantité de produits et de fournisseurs éclairage public. On analyse tous les produits pour avoir les lanternes les plus efficientes possibles, les plus maintenables possibles. Donc, sur le site, nous avons un catalogue de priorisation de matériel. Donc, on limite les références, c'est-à-dire qu'on a un meilleur retour sur le fonctionnement de certaines lanternes qui nous garantit finalement une pérennité dans le temps, et respecter les normes et les règles liées à l'éclairage public, comme évoqué dans la frise tout à l'heure. Et une grosse contrainte qu'on a, que vous nous remontez souvent, c'est diminuer nos délais. Donc, on a une obligation de simplifier nos processus d'intervention pour réduire les délais d'intervention. Anticiper la tension des marchés d'approvisionnement, comme je vous l'ai expliqué aujourd'hui, les usines tournent quasiment pour une grande majorité en 3/8 pour fournir toutes les lanternes, parce qu'on n'est pas le seul département aujourd'hui à avoir un besoin important de lanternes. Et anticiper avec une planification et une maîtrise des délais pour pouvoir répondre à vos attentes et planifier les travaux dans les années prévues. Je passe la parole à mon collègue, la partie... Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter du coup la partie numéro 2, comme l'a introduit tout à l'heure Isabelle, pour faire un zoom sur la nouvelle politique EP. Alors, on a schématisé avec les élus de la commission, du bureau, du comité, une frise qui permet de résumer la cible qu'on souhaite atteindre. Donc, aujourd'hui, Fabien en a parlé, la notion de rénover, qui supplante celle de créer les points lumineux. Donc l'idée, c'est, on le redit, mais c'est de supprimer les boules. Vous voyez, donc il y a des images pour synthétiser les interventions qu'on souhaite faire. Donc les boules d'un côté, liées à la pollution lumineuse, à la réglementation de fin 2026, début 2027, et puis les ballons fluo, qui sont interdits à la vente depuis 2015, mais qui sont encore beaucoup sur le territoire. Donc pour y arriver, on a fait du coup un inventaire sur le territoire pour estimer du coup le nombre de points lumineux sur le territoire. Alors, vous voyez, le chiffre est indiqué, c'est 9000 points lumineux sur le territoire, mais ces 9000 points, ils bougent en plus ou en moins. Pourquoi en plus? Parce que tout simplement, vous êtes amené des fois à rétrocéder des ouvrages, c'est-à-dire que, enfin, c'est pas vous qui rétrocédez, mais vous récupérez des ouvrages dans le cadre de rétrocession que vous prenez en compte sur votre territoire, des nouveaux lotissements, enfin des nouveaux lotissements, des lotissements qui étaient privés, qui deviennent publics. Et puis, il y a aussi des travaux qui sont faits au quotidien, dans le cadre de travaux neufs ou bien de maintenance liée à la vétusté, des points qui seraient amenés à être supprimés. Donc ça, l'idée initiale, ce que veulent les élus, c'est qu'on puisse engager une démarche importante pour essayer de supprimer les boules, les ballons fluo, les fameux BBF, c'est comme ça que l'acronyme a été donné, pour fin 2026.
La deuxième priorité, c'est ce qu'a dit Fabien en préambule, c'est d'éviter de remplacer ce qui n'est pas amorti ou ce qui est encore plutôt en bon état. Depuis de nombreuses années, on investit dans des produits qui sont IP65, qui sont classe 2, qui sont en fonte d'aluminium, qui ont un taux de recyclabilité, de recyclage pardon, important. Et donc, ces produits, même s'ils sont équipés en sodium ou en Cosmo, comme c'est indiqué, ils peuvent être du coup rénovés par éventuellement du relamping. Alors, il y a deux options. Soit le matériel, il a plus de 15 ans, on peut considérer qu'il pourrait être renouvelé par des nouveaux foyers en totalité équipés en LED, ou bien, dans la priorité 3, réaliser du relamping parce qu'ils ont moins de 15 ans. Donc, du coup, c'est les deux options, à peu près. Voilà. Donc, cette dynamique-là, on va vous en parler dans le cadre de la maintenance. Les collectivités qui sont en maintenance vont pouvoir engager des démarches sur un certain nombre de produits pour faire du relamping LED. L'avantage du relamping LED, c'est que le coût est moins onéreux et permet de maintenir un point lumineux avec une consommation moindre sur une durée significative. On estime aujourd'hui au minimum à 10 ans. Ça reste une estimation. Par contre, tous les points lumineux ne sont pas concernés. Les points qui peuvent être relampés en LED, suite aux tests qu'on a fait et au patrimoine qu'on connaît pour les communes qui sont en maintenance, on estime que à peu près 30% du parc est dans cette cible-là. Donc 30%, ça reste une moyenne. Il y aura peut-être des communes à 50 et des communes à 10. Mais par contre, voilà, en moyenne, statistiquement, c'est à peu près 30% du parc. Et puis la troisième cible qui est en verte, c'est pouvoir arriver à avoir un parc à hauteur de 50% en LED, pour, toujours dans la même dynamique, hein, moins consommer et limiter la pollution lumineuse dans la dynamique de la politique EP. Donc vous voyez, il y a des codes couleurs qui montrent du coup l'intensité liée aux priorités. Et puis le résultat qui est attendu, c'est que ça profite à tous, mais notamment à vous, en termes de consommation et de pollution lumineuse. Alors, ce qu'on va vous dérouler, on l'a synthétisé en 3 phases, avec d'autres axes qui sont aussi en réflexion. La phase 1, c'est la priorisation et la planification. Donc là, Fabien va reprendre la main et vous expliquer la démarche. C'est dans les phases préalables qui avaient été identifiées initialement. La phase 2, ensuite, c'est l'uniformisation du niveau de maintenance. Donc, Anthony va prendre la main et vous expliquer et vous détailler tous ces éléments liés à la maintenance unique. Et puis la phase 3, c'est moi qui prendrai la main pour vous présenter du coup la maîtrise des coûts et la qualité avec les évolutions qu'on souhaite prendre en compte de manière structurante pour répondre à vos attentes. Reste en réflexion aussi des axes sur lesquels vous nous avez sollicité, qui ne sont pas encore tranchés ou décidés, que ce soit par la commission, par le bureau ou par le comité, concernant notamment plutôt des actions juridiques et financières, et notamment sur la gestion des sinistres. Alors, très bien, c'est à toi. Donc, un focus sur la priorisation et la planification des investissements EP. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'objectif, c'est de prioriser les investissements et aller les endroits les plus judicieux. Donc, une nouvelle méthode pour amener de l'équité envers toutes les collectivités adhérentes. Donc, pour faire un petit focus, auparavant, on traitait toutes les demandes au fil de l'eau. Chaque collectivité faisait sa demande de rénovation et le TE44 prenait en compte ces demandes et la traitait. On s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation des demandes, comme évoqué auparavant sur la frise, liée à la pollution lumineuse, au ballon fluo, à toute cette réglementation, et donc à une importance liée à l'économie d'énergie aussi, de rénover le parc. Et on se rend compte que s'il n'y a pas de pilotage, finalement, ça devient compliqué et on risque de faire de mauvais choix, comme expliqué tout à l'heure. Depuis janvier 2024, donc on a mis en place cette démarche de rencontre des collectivités pour présenter un bilan éclairage public et une projection des investissements à faire. Donc, dans un premier temps, on a pris rendez-vous uniquement avec les communes en maintenance éclairage public parce qu'on a une meilleure connaissance du parc. Donc, un bilan a été édité, on vous a présenté justement l'état de votre parc, les dossiers en cours, les devis de maintenance en cours et l'état des consommations d'énergie. Avec tout ça, on va se permettre d'identifier les priorités, comme l'a évoqué Luc tout à l'heure. Est-ce qu'il reste encore sur votre commune des boules ou des ballons fluo? Et si ce n'est pas le cas, de passer à la deuxième priorité, c'est-à-dire est-ce que vous avez des luminaires supérieurs à 15 ans ou certains pouvant être lampés en LED.
Une fois qu'on a fait cet état des lieux et qu'on a vu avec vous quelles sont les priorités des investissements, on va pouvoir anticiper tous les travaux de rénovation. Et comme il expliqué tout à l'heure, effectivement, pour une certaine équité, on a été obligé de mettre en place un plafond pour chaque collectivité pour permettre à chacune, finalement, d'avoir une part du budget et une possibilité de faire des travaux. Donc, comment s'est déroulée cette organisation de rendez-vous? Sur le premier trimestre, on a calé un peu plus de 120 rendez-vous avec les collectivités présentant le bilan et les zones à investir. On attendait un retour sous 1 mois et demi après la rencontre, une position des collectivités pour dire oui, on est d'accord avec vous sur cette zone à rénover. Alors majoritairement, vous devez l'entendre, ça doit être des boules et des ballons fluo et quelques rénovations de vétustes. Une fois que ça va être, on aura tous les retours, on va pouvoir planifier l'année 2025 et vous faire un retour normalement courant de l'été en disant voilà, votre rénovation prioritaire est bien prise en compte et elle sera réalisée pour 2025. Ce qui permet d'une anticipation et de pouvoir lancer les premières études aujourd'hui, on estime début septembre. Un petit focus sur le plafond. Pourquoi ce plafond? On a un budget, comme les collectivités, limité. Le budget, qui est pourtant pas négligeable pour la rénovation et l'éclairage public, est de 6 millions pour le TE44, pour ses 180 adhérents. Donc on a fait un calcul, on a pris les 120 000 points du parc géré par TE44, dont une partie, à peu près 23%, est en LED. Donc le restant, on l'a divisé par les 6 millions, ce qui nous a fait un montant de 52 € du point. Et on l'a remultiplié par le nombre de points à rénover sur chacune des collectivités. Une commune qui aujourd'hui est à 100% en LED, finalement, a un plafond de 0 €. Une commune qui a 1000 points qui ne sont pas de la LED a un montant de 52 000 €. Je passe la parole à Anthony pour la phase 2 de cette nouvelle politique EP. Moi, je vais vous parler de l'uniformisation de la maintenance avec un niveau unique qui a été vu et décidé en concertation avec tous les élus de TE44. Qu'est-ce qui va changer? Vous avez connu, pour ceux qui sont en maintenance au sein de TE44, 3 niveaux de maintenance, niveau 1, niveau 2, niveau 3. À partir du 1er janvier 2025, on va passer à un niveau unique de maintenance. Pourquoi? Pour simplifier le discours auprès de vous, simplifier nos échanges, simplifier la maintenance auprès des prestataires et avoir une seule méthodologie. Deuxième axe de travail qui nous a mené à évoluer, c'était le périmètre géographique. On est sur 4 lots et donc 4 prestataires qui interviennent pour nous en maintenance. Dorénavant, il y aura 6 lots, X prestataires puisque le marché va être lancé et on ne peut pas savoir qui va répondre à l'avance, mais le but étant de faire des territoires et des lots plus petits à taille humaine et donc gagner en efficacité et en réactivité. Prochain point, suivant les niveaux de maintenance, il y avait un nombre de tournées qui était variable pour pouvoir faire de la maintenance préventive, curative, etc. Ça va évoluer. On va passer à une tournée intensifiée de contrôle annuel en période creuse et des tournées optionnelles possibles. Pourquoi ce choix? Tout simplement pour avoir une cohérence en termes d'optimisation des prestations et vous laisser aussi une souplesse en termes de besoins pour celles qui souhaiteraient avoir plus d'une tournée. Ce choix d'une tournée intensifiée de contrôle, on l'a fait aussi par un benchmark de tout ce qui pouvait se faire en dehors de TE44 auprès des autres syndicats d'énergie. Cette pratique, elle est démocratisée un peu partout en France. Axe important et qui est lié à toute la politique d'éclairage public qui a été menée depuis 2022, qui a commencé par la sobriété énergétique, qui a abouti vers Astre 44, qui est la mise en place des horloges programmables pour les armoires équipées de plus de 5 points. Ça va être en place le télépilotage des armoires qui va nous permettre de programmer l'éclairage public et donc de faire varier cet éclairage en fonction peut-être d'une hausse énergétique qu'on ne pourrait prévoir pour l'instant.
Point important, Fabien l'a souligné, on est venu vous présenter le bilan de l'éclairage public et se projeter avec vous sur les investissements en termes de vétusté et de boulets ballons fluo. Tout ça est lié à la donnée. Si nous avons une donnée erronée, il est difficile pour nous de se projeter avec vous sur des investissements cohérents en termes de rénovation. Il faut savoir que la mise à jour de la donnée était faite uniquement pour les niveaux 2 et niveau 3 de maintenance. Ceux qui adhéraient au niveau 1, il n'y avait pas de mise à jour de la donnée. C'est fini avec le nouveau contrat que l'on va faire, enfin le nouveau marché que l'on va faire avec nos prestataires à partir du 1er janvier 2025. Ça sera une mise à jour de la donnée de l'éclairage public pour toutes les collectivités et de la même manière en maintenance pour avoir une meilleure connaissance de ce parc d'éclairage public. Point important, Fabien l'a souligné, c'est la sécurité. Les élus ont souhaité déjà, avant de passer sur cette nouvelle date du 1er janvier, axer sur les interventions sécuritaires. Vous aviez la possibilité de déclarer, dans le cadre de votre maintenance, une 4 heures en cas d'accident, voilà, avéré, et donc une mise en danger de la sécurité des personnes. Sachez aussi que maintenant, nous pouvons, si nous voyons une situation dangereuse, faire intervenir nos prestataires et mettre en sécurité l'éclairage public. Deuxième point important qui n'était pas fait et que vous connaissez, c'est le contrôle de conformité des armoires. Vous le faites dans le cadre de vos bâtiments, nous allons le faire dans le cadre de l'éclairage public. Et dernier point qui est important, en éclairage public, il y a de la coactivité, il y a des entreprises qui interviennent, le but étant de faire en sorte que ces entreprises soient coordonnées et nous allons devoir délivrer des accès aux ouvrages que l'on va gérer, tout ça pour garantir une sécurité de tous. Dernier point qui est important, l'aspect pécunier. Les 18 niveaux de prix que vous connaissez étaient liés aux armoires, au foyer SHP, au foyer LED et suivant le reversement de la TICFE. Dans un esprit de simplification, nous sommes passés à 6 niveaux de prix et nous avons créé 3 niveaux de prix de plus pour les EPCI. Comment ça va se passer? La maintenance unique, ça va être un service enrichi pour les niveaux 1 et qui va permettre de répondre aux indispensables de l'éclairage public. Comme vous l'a dit Fabien, les technologies évoluent, les process évoluent, les choses évoluent. Nous sommes obligés de nous adapter à ce changement. Il y a un socle qui restera le même. Le géoréférencement des réseaux en classe A sera toujours porté par TE44. Nous répondrons toujours pour vous au DT, DICT, ATU car nous sommes exploitants de l'éclairage public. Nous vous fournirons toujours aussi un outil de GMAO qui vous permettra de suivre l'état d'avancement de vos pannes et de les déclarer. La seule chose qui va varier, c'est ces tournées de contrôle. Avant, elles étaient au nombre de 2 pour le niveau 1. Elles vont passer à une tournée de contrôle intensifiée avec la mise à jour de la donnée. Possibilité à vous de prendre une tournée ou pas optionnelle, ou plusieurs tournées optionnelles. En plus, je le disais, une mise à jour de la donnée systématique, le contrôle de conformité des armoires et le télépilotage des armoires dans le cadre de Astre 44. Pour les niveaux 2, niveau 3, là où vous aviez X tournées de contrôle et du préventif, ça ne sera plus le cas. Vous aurez une tournée de contrôle intensive, comme je disais, et la possibilité de prendre des tournées optionnelles si vous le souhaitez. Pourquoi le préventif disparaît? Tout simplement parce que dans le préventif, ce qui était fait, c'était du relamping en SHP. Le SHP est amené à disparaître au 31 décembre 2026. Les élus ont souhaité marquer le coup, marquer le pas et dire stop, le préventif, on l'arrête. Par contre, on vous laisse la possibilité, dans ce cas-là, de nous demander la possibilité de faire du relamping LED, comme le précisait Luc, en termes de priorité 3. Donc, en synthèse, les missions gérées par la maintenance unique, elles seront, dans un premier temps, la réglementation et les sécuritaires. Comme je disais, on maintiendra les interventions sécuritaires, les 4 heures comme vous les connaissez, et si nous détectons un souci, la possibilité d'intervenir. En tant qu'exploitant, les DT, DICT et les gestions d'accès aux ouvrages. Deuxième axe important, la maîtrise de la donnée, avec une mise à jour des données informatiques et cartographiques pour tous et de la même manière. Troisième axe important, le pilotage et gestion de la maintenance, avec un outil de GMAO, une tournée actuelle de contrôle renforcée, qui donneront lieu à des dépannages et de travaux de remise à l'identique. Et dernier axe, les élus ont souhaité vous laisser la possibilité de passer par TE44 pour tout ce qui est illumination de Noël,
et des travaux supplémentaires à la demande, comme c'est déjà le cas. En termes d'élaboration des prix, nous sommes en train de les finaliser avec les élus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura, comme je le disais, 9 niveaux de prix, avec un prix à l'élément, armoire, EP, LED et SHP. Concernant les niveaux 1 de maintenance, le tarif va augmenter, puisqu'il y a des nouveaux services que nous allons apporter. Pour les niveaux 2 et les niveaux 3, ce tarif va diminuer. Nous vous conseillons, entre le delta du prix que vous payez avant et le delta du prix que vous allez payer après, de garder cette enveloppe pour favoriser la mise en place de l'amplède, si c'est possible, sur vos luminaires. Cela vous permettra, en plus de ça, de faire une deuxième économie, car vous passerez non plus du foyer SHP, mais à un foyer LED en termes de maintenance. Merci Anthony. C'est Luc qui prend la parole sur la troisième phase. Donc, je vais vous parler de la maîtrise des coûts et de la qualité de l'éclairage public. Donc, aujourd'hui, on a une démarche très simplifiée pour aider les collectivités à gérer la rétrocession. On l'a dit en préambule, le patrimoine évolue en fonction des rétrocessions des ouvrages. Donc, jusqu'à présent, quand vous décidez de réaliser une rétrocession, que ce soit sur un ouvrage qui est neuf ou un ouvrage qui a 20 ans ou 30 ans, puisque du coup, quand vous rétrocédez en général l'intégralité du patrimoine. La voirie, les espaces verts. Alors, des fois, il y a des variantes, des fois, vous ne prenez pas les espaces verts, des fois, c'est la voirie. Et théoriquement, tous les réseaux. Alors, pas les réseaux électriques et gaz, puisqu'ils sont d'office dans les concessions existantes, mais je parle des réseaux télécoms ou des réseaux d'éclairage. Pour les réseaux d'éclairage, aujourd'hui, on a constaté depuis de nombreuses années que les éléments pour permettre du coup l'intégration de ce patrimoine dans les ouvrages et qu'on puisse activer et insérer du coup l'ensemble de ces ouvrages de manière dynamique, le système n'est pas optimum. On a soit des données qui sont non conformes, qui ne nous permettent pas du coup de les exploiter, soit l'ouvrage de la manière dont il est rétrocédé est non conforme, soit en termes de qualité, soit en termes de définition, et on est toujours obligé de faire des reprises. Ce qui est proposé dans la nouvelle démarche, c'est d'accompagner du coup les rétrocessions, d'accompagner les collectivités avec les associations qui rétrocèdent souvent, et du coup d'apporter une action qui va permettre du coup de simplifier le process. On a fait plusieurs tests dans différentes collectivités, et aujourd'hui, les collectivités sur lesquelles on l'a fait ont plébiscité le système. C'est-à-dire qu'on intervient, on a une demande de rétrocession, vous contactez le TE44 et le TE44 intervient directement et se met en rapport avec l'association, par votre biais, bien sûr, parce que vous êtes obligé d'introduire le sujet au début de la demande de rétrocession, mais ensuite, on gère directement avec l'association. Pour le sujet numéro 2, il concerne la stabilité des mâts. Aujourd'hui, effectivement, ça parle peut-être à certains et à d'autres moins, mais on doit contrôler la stabilité des mâts quand on installe des nouveaux équipements, notamment des caméras en vidéoprotection. Tout simplement parce que quand vous faites des installations sur des ouvrages neufs, on construit simultanément à l'installation des caméras, on dimensionne les ouvrages en conséquence, c'est prévu dans les travaux neufs, il n'y a pas de problème. Par contre, sur les installations de mâts existants, ça nécessite du coup des reprises et puis des contrôles, parce que soit les mâts ne sont pas dimensionnés au niveau de l'épaisseur, ou bien au niveau de la section, et on a constaté des dérives. Si c'est une petite caméra qui fait 1 kg, il n'y a pas d'incidence, mais sur le principe, on a vu jusqu'à 7 caméras sur un candélabre. Automatiquement, en cas d'incident, il y a un problème de responsabilité, en cas de prise au vent également, etc., etc. Et les fournisseurs de mâts aujourd'hui, à partir du moment où vous percez, vous installez quelque chose sur un mât, ils se dégagent de toute responsabilité et derrière, il faut engager la responsabilité de quelqu'un. Et donc, c'est souvent TE44 qui intervient pour essayer de trouver du coup des actions et des compromis sur ces actions-là. Donc l'idée, c'est bien d'avoir un contrôle de stabilité pour contrôler si le mât est en capacité d'accueillir des équipements supplémentaires. Ça évitera beaucoup de problèmes ultérieurs. Ensuite, certaines collectivités nous avaient fait remarquer qu'il y avait un problème de cadrage et de définition des besoins en termes de mâts solaires. En effet, certains souhaitaient installer des mâts solaires à tel endroit ou à tel endroit ou de telle manière et dans tel but ou avec tel objectif. Donc l'idée est de clarifier, du coup le but c'est pas de le détailler là, mais on vous transmettra le cadre d'installation des mâts solaires
pour permettre du coup une uniformisation des applications des mâts solaires sur l'ensemble du territoire sur lequel nous intervenons. Alors, le dernier point, il est très important puisqu'il correspond du coup à des actions qui sont on va dire, stratégiques en termes de délai. Souvent, vous dites, les délais s'allongent, dès qu'on fait des demandes, c'est compliqué, on n'arrive pas à avoir de la visibilité, etc., etc. Donc, je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, quand on fait un effacement de réseau, vous nous demandez de réaliser un effacement de réseau, on capte les besoins de l'effacement de réseau, mais souvent vous nous dites, bah oui, mais on n'a pas les plans d'aménagement. On définira la couleur plus tard, on verra tel point plus tard, etc., etc. Mais vous nous demandez quand même de lancer l'étude. Dans le nouveau marché 2025, on ne pourra plus fonctionner comme ça, puisqu'il faut absolument qu'on ait ce qu'on appelle la complétude de la demande, et ça sera une obligation avant le lancement de l'étude. C'est-à-dire que quand vous nous demandez de lancer une opération études et travaux en éclairage public, on vous demandera de nous définir en totalité le périmètre et le type de produit qui sera décidé. Sans cette complétude de la demande, on ne pourra pas lancer l'opération. Je prends un exemple pour un effacement de réseau. Étant donné qu'on dimensionne les ouvrages au stade de l'étude, on ne pourra lancer l'étude en termes d'électricité, de télécom ou d'éclairage public sans la définition complète de l'éclairage public sur l'intégralité du projet. Grâce à ces éléments-là, nous serons du coup en capacité de commander le matériel en phase d'étude et de réduire les délais. Fabien l'a dit tout à l'heure, les délais d'achat de matériel s'allongent, liés à la pénurie, à tous les impacts qu'on a connus depuis le Covid entre 2020 et 2023. Donc, si aujourd'hui les collectivités sont en capacité de nous donner la complétude des demandes en amont des opérations, nous, on sera en capacité de s'engager et de tenir les délais et de les réduire surtout. Donc, si chacun, du coup, prend sa partie, ou plutôt son sac et le remplit avec l'intégralité des actions qu'il doit porter l'un vers l'autre, je pense qu'ensemble, on sera en capacité de pouvoir porter un service de qualité et du coup d'arrêter l'hémorragie d'allongement de ces fameux délais. Voilà. Merci Luc pour la dernière partie qui va s'afficher. Je vais demander à Patrick Bertin, si vous le voulez bien, de prendre la parole sur TE44 qui reste évidemment à l'écoute de vous, collectivités. Donc oui, donc là, on va pouvoir répondre à vos questions si vous avez des questions. Mais de toute façon, au niveau des intercommunalités, il y a des rendez-vous que vous pouvez prendre. Hein. Si vous avez des questions sur l'éclairage public, il n'y a pas de problème. Donc, les rendez-vous sont à prendre au niveau TE44. Et aussi, hein, donc, il y a la matinale de l'énergie le 10 octobre 2024, donc à l'Odyssée. Donc, il y aura un atelier sur l'éclairage public. Donc là aussi, hein, il y aura des questions qui pourront être remontées à cet atelier-là. Donc voilà. Donc nous sommes à votre écoute si vous avez des questions maintenant. J'ai noté une question de Madame Pelletier. Quid des mâts porteurs d'éclairage de Noël au préalable? Je peux y répondre. Je sais pas si oui. Je mets la caméra. Donc, Fabien. Les mâts aujourd'hui, dans le cadre de projets neufs, sont dimensionnés pour pouvoir prendre le poids qui est très léger et la prise au vent de tout ce qui est illumination. Dans le cadre d'illumination, ce qu'on appelle en drapeau. Bien sûr, tout ce qui est lié en filin entre deux mâts, les mâts d'éclairage ne sont pas dimensionnés pour. Question, c'est quand on rajoute sur des mâts existants, au même titre qu'une caméra, et là, il faut redimensionner le mât si ça n'avait pas été prévu à l'origine. Et bon, rassurez-vous, dans tous les projets neufs sur lesquels on installe des prises guirlandes, on anticipe le poids et la prise au vent de toutes les illuminations en type de drapeau. Merci Fabien. J'ai une autre question de Monsieur Moreau. Quid du remplacement des horloges par la nouvelle génération pour les maintenances niveau 1, qui était à ma connaissance conditionné au budget restant après le remplacement sur les niveaux 2 et 3? Alors effectivement, là nous sommes en fin de finalisation de la phase 1 de Astre 44. Nous avons presque terminé les 64 collectivités qui étaient dans cette phase. Nous sommes en phase de consolidation de tout ce qui est aspect communication maintenant des horloges pour voir si elles communiquent bien.
À la suite de cette phase-là, nous reviendrons vers vous pour vous dire oui, ça fonctionne ou non, nous devons faire quelques ajustements d'un point de vue technique. Si ces ajustements sont concluants, on procédera ensuite, on verra s'il y a une queue de budget, à quelques communes, mais surtout, il y a une phase 2 de Astre 44 qui va arriver. Et là, ce sera toutes les communes de niveau 1 de maintenance qui sont prévues et des communes hors maintenance. Nous avons fait pour ça appel à vous avec un courrier pour vous demander si vous étiez intéressé pour cette phase. Nous attendions une réponse avant le 30 juin. Et nous vous laissons aussi un délai supplémentaire pour nous fournir tous les éléments techniques pour celles qui ne sont pas en maintenance, afin qu'on puisse ou pas dimensionner les horloges pour vous. Merci Anthony. Une question à nouveau de Madame Pelletier. Quid du fonctionnement des collerettes sur les mâts et des procédures pour dissocier les collerettes des lampes? Alors, oui, je réponds à ces questions. Effectivement, on a quelques modèles de mât avec une collerette et donc une lanterne en tête de mât. Dans le cadre de projets neufs, c'est dimensionné pour, c'est-à-dire qu'on a bien 2 fils différents qui pilotent les lanternes et les collerettes, donc on peut avoir 2 fonctionnements différents. Si ça n'a pas été prévu, normalement je pense que oui, c'est difficile de les séparer en fonctionnement, mais aujourd'hui avec les horloges qui sont posées, on peut avoir 2 canaux différents et 2 programmations différentes, il n'y a aucun problème. Merci Fabien. D'autres questions? Non, j'en ai pas d'autres. Alors, pas d'autres questions sur le chat. En revanche, peut-être avez-vous des questions à poser en direct. En direct, on est à votre écoute. En tout cas, n'hésitez pas. C'est toujours la première la plus dure, on le sait bien. À défaut, une question écrite de Clara Delbert. Alors, en effet, j'ai la mairie de Saint-Prème-de-Bretagne. Effacement de réseau sur voie départementale. Pénalité importante pour la commune si celui-ci refuse l'interdiction de circulation. D'accord. Est-ce que vous pouvez préciser un peu plus, c'est-à-dire que, est-ce que c'est lié au devoir de police du maire? Est-ce que vous pourriez préciser un peu plus la question? C'est-à-dire que ce que vous sous-entendez, j'interprète, et vous me corrigez si je dis une bêtise, vous dites que le département peut vous appliquer des pénalités si la commune refuse d'éclairer la voie. Oui, allez-y, verbalement, ce sera plus simple. Oui, donc oui, en fait, on a eu un effacement de réseau et le département a refusé donc le bloc, enfin, l'interdiction de circulation et la commune a été obligée de payer 6 000 € pour un alternat. Hein. Donc, alors, je voulais savoir d'une part, les 6 000 €, il allait chez qui? Chez le prestataire ou à TE 44? Donc, je voudrais avoir ces précisions. Excusez-moi, mais c'est de l'éclairage public ou c'est Tout à fait, oui, tout à fait. l'alternat? Oui. Parce que Enfin, le département ayant refusé donc, de bloquer la route, hein, donc ça demandait 2 semaines, je crois bien. Et donc, en fait, on a été, par rapport à cet alternat, donc on a mis en place, qui a été mis en place, donc on a été amené à payer 6 100 et quelques euros, je crois bien, donc pour une prolongation de travaux, alors qu'il n'y avait pas forcément autant de delta là-dessus sur la mise en œuvre de ces travaux. Ah, c'est sur des travaux. Oui. OK. Ah d'accord, c'est pas lié à la politique. Écoutez, le mieux, c'est qu'on voit ce dossier-là à part, parce que c'est plutôt lié à un effacement de réseau, si j'ai bien compris, et sur lequel il y a des travaux et ça nécessitait un alternat. Mais on est, c'est peut-être complémentaire au sujet qui est aujourd'hui, mais il est un peu à part. Donc, vous pouvez nous recontacter après en direct, soit Fabien, soit moi, et puis on traitera le sujet à part. Ce sera plus simple, je pense. Je l'ai fait plusieurs fois déjà. Vous avez appelé qui par rapport à ça? Alors, Monsieur Paquet, j'ai eu plusieurs personnes. Hein, j'ai eu plusieurs personnes. Ah d'accord, c'est par rapport à des travaux avec les chargés d'affaires. OK. Tout à fait, ouais. Bon, bah, on vous rappelle. C'est nous qui vous rappelons. D'accord? OK. Merci. Autre question? Autre question de Monsieur Moreau. La tournée supplémentaire 2025 pourrait-elle être demandée pour partie du parc communal, notamment pour exclure les secteurs déjà équipés LED? Et une précision, ma question pour savoir si incidence possible sur coût tournée supplémentaire. Merci. Alors, la tournée supplémentaire sera sur l'entièreté du parc de la commune,
puisque quand on fait une tournée, il y a aussi une vérification du parc LED. Fabien le disait, les technologies évoluent, donc on va demander la même attention pour le parc SHP que la même attention pour le parc LED. Donc il y aura de la vérification d'EMA aussi. Donc pour nous, c'est un global. On ne peut pas faire diviser une commune en 1, 2, 3, 4 parties, c'est pas possible. Donc c'est soit l'entièreté de la commune, soit pas de tournée optionnelle. Merci de cette précision. Autre question? Oui, de Monsieur Jounier. Bonjour, je suis arrivé en retard sur la présentation. Je vous prie de m'en excuser. Pouvons-nous recevoir votre présentation par mail? Alors évidemment, j'allais dire, c'est presque la slide suivante et comme d'habitude, on mettra tout et le webinaire, le replay du webinaire et le diaporama de présentation sur te44.fr, notre site internet. Et on y fera référence sur nos différents réseaux sociaux. Donc oui, évidemment, ce sera communiqué dans les tout prochains jours. Encore une question? Il y a encore une question de Madame Pierre Julien. Pelletier. Concernant les zones reprises en neuf, comment sont transmis les plans et sous quel format? C'est pour les rétrocessions, j'imagine? Je pense que c'est plutôt pour les travaux neufs. Travaux neufs. Oui, Euh, c'est par rapport à des travaux. Tout à fait, bonjour. Logiquement, les plans sont envoyés à la fin des travaux, le plan de recollement. Alors, il est en format SIG pour que ce soit intégré dans une base de données. Alors, je sais que ce n'est pas toujours simple pour les intégrations, mais voilà, c'est un format SIG. S'il y a des problématiques de réception des plans, il ne faut pas hésiter à me contacter, mais ils sont fournis à la fin de chaque opération. Pour les communes qui sont en maintenance, on met à jour les données. Donc, tous les plans sont intégrés. Si vous êtes en maintenance, il n'y a pas de sujet. Et en général, on fournit la donnée à l'intercommunalité qui, en général, pilote la mise à jour des données. Si vous êtes une collectivité qui est hors maintenance, on est dans le cas qui explique Fabien. Hors maintenance, on envoie à la collectivité ou à l'intercommunalité. Et dans le cas où vous êtes hors maintenance, en fait, on ne vous les envoie pas, mais ils sont intégrés et vous avez accès dans l'outil de gestion. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, Oui, j'étais en train de l'écrire, mais je vais finalement le dire si vous m'entendez bien. oui, madame. Comment est-ce qu'on peut avoir une idée précise du coût de la maintenance? Alors, est-ce que vous êtes adhérente à la maintenance aujourd'hui ou non? Non. Non. Bah alors, le mieux, c'est que vous contactiez du coup Anthony, qui est juste là, il peut vous le dire lui-même, et vous demandez un rendez-vous, et il vient vous voir et il vous explique comment ça fonctionne, ce qui est à prendre en compte. Vous lui donnez aujourd'hui vos entrants, nous, on vous explique du coup ce qu'on peut faire, et puis après, vous voyez, entre vous, au niveau technique, entre vous, au niveau élu, et puis vous décidez ensuite d'adhérer ou pas à la maintenance, tout simplement. Alors, ce qui se passe, c'est que ce rendez-vous, je l'ai demandé il y a 1 an et demi. Et donc, il m'avait été répondu qu'effectivement, pour l'instant, vous étiez en cours de, j'ai envie de dire, de réorganisation et que pour les communes hors maintenance, à ce moment-là, ce n'était pas avant 2024. Donc, on a repris contact avec moi en début d'année pour me faire une estimation un diagnostic des luminaires sur lequel j'ai répondu. Et sauf qu'aujourd'hui, je ne sais pas, en fait, il y a confusion pour moi entre cette conversation qui est en cours avec, j'ai oublié le nom du technicien, pour réajuster le diagnostic terrain, et la demande du TE44 sur laquelle on doit répondre avant le 30 juin. Qu'est-ce qui est priorisé? Sur quoi je réponds, en fait? Parce que si je dois faire double travail, ça m'embête. Ok, pas de souci. Vous êtes de quelle collectivité, s'il vous plaît? Ça m'a d'écouter. Vas-y, Anthony. Je reprends contact avec vous, si vous voulez, Madame Pelletier. OK? Alors là, qui est-ce qui parlait? Je n'ai pas vu, excusez-moi. C'est Monsieur Thomas, pardon, excusez-moi. Je reprends contact avec vous. Oui. Et puis, on revient vers vous, vous inquiétez pas, d'ici la semaine prochaine, vous avez mes réponses. Et je D'accord. reviens. Et puis avec Monsieur Christophe, notre technicien. Voilà, notre nouveau technicien. OK. Très bien, merci. Merci. Merci, madame. J'ai une question de Monsieur Moreau. Les programmations des tournées uniques ne risquent-elles pas de ne pas satisfaire toutes les communes, saisons choisies, etc. Peut-être plus facile avec les prestataires supplémentaires. Alors, sur la maintenance, comme vous l'a présenté Anthony, il y a une tournée unique. Pourquoi on a fait le choix de la tournée unique? C'est parce qu'en fait, dans le service initial, les entreprises qui intervenaient proposaient plusieurs tournées.
et on a constaté que les tournées étaient plus ou moins bien réalisées. Donc l'idée, c'est de vraiment faire une tournée pendant la période creuse en plein été, pour forcer du coup les prestataires à bien allumer les éclairages, et non pas le faire de nuit en plein hiver et de passer entre 6 et 7 et de regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce n'est pas ça qui était demandé en réalité. Donc on demande une vraie tournée avec un vrai bilan. Et de toute façon, normalement, il y a la capacité de pouvoir demander des tournées supplémentaires. Donc ça, ce n'est pas un souci, c'est prévu. C'est ce qu'on a expliqué. Donc, en fonction de si une commune souhaite faire des tournées de murs, des tournées de jours supplémentaires, il n'y a pas de souci par rapport à ça, elles sont prévues. Par contre, dans la dynamique, le fait de remplacer les horloges, le fait de faire du relamping, le fait d'engager une démarche positive sur tous les investissements qui peuvent être faits, normalement, devrait limiter les pannes et donc limiter aussi le nombre de tournées. Tout ça, c'est dans un but économique. Plus on va engager des actions dans ce sens-là, plus ça va être efficient. On n'a peut-être pas trop parlé aussi, mais dans la maintenance, on va remplacer automatiquement les produits qui sont vétustes avec des produits standards qu'on va pouvoir installer. Donc, il ne devrait plus y avoir à terme de trous où vous dites est-ce que l'entreprise est passée, est-ce qu'elle n'est pas passée. On va aussi intensifier la communication sur les entreprises. Dans le nouveau marché, c'est prévu que systématiquement, vous ayez toutes les informations qui vous permettent de gérer, de savoir où on en est sur tel ou tel point. Au-delà du logiciel qui vous permet, de l'outil de GMAO, qui vous permet déjà de gérer et de suivre l'intervention, il y aura une communication accentuée et les équipes sont bien structurées aujourd'hui pour ça et on va renforcer le marché dans cette dynamique-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Et puis, bien sûr, comme vous l'avez dit aussi, c'est qu'avec les prestataires supplémentaires, on devrait aussi limiter le risque et l'impact de défection, comme il y a pu avoir en 2023, où le secteur nord du département a été impacté par une augmentation du nombre de demandes dépannage et puis une défection de notre prestataire. Pas d'autres questions sur le chat. En revanche, y a-t-il d'autres questions à l'oral? N'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres interrogations à ce stade, je vous rappelle quand même qu'il y a une possibilité de prendre contact auprès de Fabien Jahenny pour des rencontres à votre demande à l'échelle de votre intercommunalité, donc jusqu'au mois de juillet, fin juillet. Et puis, évidemment, la question sera abordée, comme l'a rappelé Patrick Bertin, lors de la matinale de l'énergie publique le 10 octobre. Je vous rappelle, comme je l'ai dit à l'instant, que l'ensemble sera visible sur le site, l'ensemble le replay, le diaporama sur le site internet de TL44, sur notre chaîne YouTube, sur LinkedIn, sur nos différents réseaux sociaux, en vous remerciant en tout cas de votre participation nombreuse et en remerciant également les participants. Merci à vous et très bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Ouais. Merci. Merci, au revoir.